Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans le numéro 27 de 60 minutes pour comprendre. Comme tous les soirs, vous le savez, nous sommes en direct. Nous sommes le jeudi 8 octobre. Comme tous les soirs, sur Média TV, dans 60 minutes pour comprendre, nous allons nous donner 60 minutes pour essayer d'analyser, de vous donner des clés de lecture pour mieux comprendre l'actualité nationale et internationale. Et vous le savez, nous le faisons tous les soirs en compagnie d'observateurs nationaux et internationaux. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, la page Facebook de Média TV, le hashtag 60MTC, sur le compte Twitter de l'émission, vos questions et nous permettront d'être posées pendant l'émission, nous permettront d'alimenter bien sûr notre discussion. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir, et je les en remercie, Dr Badreddine Dassouli, vous êtes urologue, vous êtes président du syndicat national des médecins du secteur privé, merci d'être avec nous ce soir. Dr Mbarek Elhani, chef de la division du partenariat public-privé au sein du ministère de la Santé. Et vous êtes notamment docteur généraliste et spécialisé en médecine du sport. C'est bien ça. Donc si j'ai un claquage tout à l'heure, je ferai appel à vous. Professeur Mostafa Azouzi, vous êtes neurochirurgien, vous êtes président de l'association marocaine médicale pour la solidarité. Et docteur Rachid Choukri, vous êtes président du syndicat national de médecine générale. 0,90 lits d'hôpital pour 1000 habitants, donc moins d'un lit. Un chiffre inquiétant qui témoigne à lui seul des carences dans le domaine de la santé. Quels sont les besoins en termes d'offres de santé pour les Marocains? Le salut doit-il venir du secteur privé? Santé, le partenariat public-privé est-il la solution? C'est le titre de l'émission de ce soir. Manque de moyens humains et matériels, cherté des soins, corruption, absence de coordination entre le public et le privé, les rapports sur l'accès aux soins au Maroc sont unanimes. Le secteur de la santé souffre de nombreuses anomalies, à commencer par la difficulté d'accès aux soins. Selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental datant de 2013, 24% de la population marocaine accède difficilement aux soins et vivent à plus de 10 km d'un centre de santé. Cette situation entraîne inévitablement une forte mortalité maternelle et infantile dans certaines zones. Le Maroc connaît aussi une grave pénurie en professionnels de la santé et de grandes disparités dans leur répartition entre régions et au sein d'une même région entre milieu urbain et rural. Le ratio du nombre de médecins pour 10 000 habitants est à peine de 6% et ne satisfait pas aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère de la Santé estime le déficit en médecins à 6 000 et celui des paramédicaux à 9 000. Ce déficit est d'autant plus problématique que le secteur privé fonctionne aussi avec du personnel soignant du secteur public. Ce déficit va s'aggraver lors des 10 prochaines années avec le départ à la retraite de 24% des paramédicaux, soit environ 7 000 personnes. Pour ce qui est de l'accessibilité des médicaments, ces derniers représentent 32% des dépenses totales de santé. La baisse des prix des médicaments nécessaires au succès de la couverture médicale de base implique une réforme globale de la politique du médicament. Après une première baisse des prix de près de 1600 médicaments en 2014, le ministère de la Santé continue sa réforme. En 2015, le prix d'une centaine de médicaments supplémentaires ont été revus à la baisse. Alors, messieurs, je dois tous vous appeler docteur, professeur. Je vous remercie encore une fois d'être avec nous ce soir. Je suis bien entouré s'il m'arrive quelque chose, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de nos concitoyens et de tous les Marocains. Alors, j'ai donné un chiffre en introduction qui est quand même un chiffre fort. Je ne sais pas si je vais vous faire un tour de page pour vous le faire commenter. Ce 0,90 lits, on a toujours du mal en termes statistiques, de faire parler une décimale lorsqu'on est en dessous de 1. 0,90 lits. Bon, allez, on va arrondir à 1 lit pour 1000 habitants. Qu'est-ce que ça représente, Dr Elhani? Merci, Sissad Laoui. Pour moi, ce chiffre est un chiffre à prendre avec beaucoup de précaution parce que, effectivement, autant ce chiffre est alarmant, autant la disponibilité des lits n'est pas toujours synonyme d'une bonne prise en charge. On a effectivement un chiffre important d'établissements de soins de santé qui sont très importants par rapport à certaines villes, à certaines régions, mais il y a une inégalité dans la répartition. De ce fait, on se retrouve avec une population qui n'a pas accès à ces lits. Et de là, à mon sens, vient ce chiffre qui fait qu'il y a une population
à laquelle on doit donner le droit d'accéder effectivement en rapprochant les structures de santé, qu'elles soient de prévention ou d'hospitalisation. Alors, on va essayer dans cette première partie, pour bien comprendre justement, d'essayer de faire un état des lieux. Je sais qu'il y a plusieurs spécialités, plusieurs domaines. On va essayer de donner aux téléspectateurs des clés pour comprendre dans quel état de santé est la santé finalement. Alors lorsque je dis, vous êtes d'accord avec Dr Elhani, lorsqu'on parle de pénurie en termes de lits, mais en même temps de qualité de soins qui peuvent être donnés, docteur? Je pense que quantifier les besoins d'un pays en lits, à mon sens, est une aberration. Ça ne suffit pas. À moins qu'on soit un système de santé hospitalo-centré. Or, la santé est un ensemble d'intervenants, c'est un dispositif. Et nous manquons, justement, ce qui manque dans ce pays, c'est cette notion de dispositif de santé. Nous avons des médecins généralistes, nous avons des médecins spécialistes, nous avons des CHU, des professeurs universitaires, mais il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de synchronisation, et il y a bref, il faut une réingénierie. Si on parle, on prend les besoins du Maroc profond, ce sont des besoins en soins de santé de base, pas en lit, en soins de santé de base. Il faut des médecins de première ligne pour prendre en charge les pathologies. Les médecins de première ligne, ce sont les médecins généralistes qui, pour l'OMS, doivent et peuvent prendre en charge plus de 85% des pathologies. Le reste revient aux spécialistes et aux gens de plus pointus au CHU. Donc, si on prend en charge toutes ces pathologies, si on fait surtout de la prévention, de l'information, de l'éducation sanitaire, on a tout de suite bloqué l'insuffisance rénale, on a bloqué les ALD qui pèsent lourd dans le panier des caisses d'assurance, dans le panier de l'ANAM et qui pèsent beaucoup dans la poche du citoyen parce que le out-of-pocket est important malgré toutes les assurances, malgré l'amont, malgré la rabette. Donc en fait, le lit n'est pas pour moi un critère, le nombre de lits. C'est le nombre, et même pas le nombre, c'est la présence géographique de ces populations médicales et des médecins de première ligne. Au lieu que ces gens-là soient concentrés dans l'axe Rabat-Casablanca qui bouffe la part du lion, il faudrait dispatcher tout ce monde-là. Il y a une carte médicale, certes faite pour le secteur public, il y a une carte médicale. Mais dans le secteur médical qui représente 50% des ressources, il n'y a pas encore de carte. La carte médicale est en cours d'élaboration, elle tarde à venir. Et le secteur privé est en quelque sorte un hôpital virtuel qui est là en roue libre. Alors, on va revenir justement sur les complémentarités entre les deux, professeur Azouzi. Si vous le permettez, j'ajoute juste un élément capital et très important concernant l'évaluation d'une médecine par le nombre de lits, c'est faux. Parce que actuellement, on l'a bien compris. Ouais. Tout à fait. Au Japon, aux États-Unis, dans les pays sous-développés, actuellement, c'est la médecine ambulatoire. Ambulante, le malade même externe, à titre externe, mais il vient dans une structure, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, pour réaliser un geste, soit une intervention, soit un traitement bien précis, mais le nombre de lits, ça ne veut rien dire. Docteur Dassouli. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités pour exprimer ce qu'on a sur le cœur en tant que syndicaliste et aussi en tant que citoyen marocain. Donc la première des choses que je voudrais dire, c'est que depuis l'indépendance, le Maroc n'a jamais eu de politique sanitaire. Quand je dis politique sanitaire, c'est stratégie. C'est-à-dire comment réduire le taux de mortalité infantile, comment réduire le taux de maternelle. C'est ça une politique et que se pérennise. Malheureusement, on n'a jamais eu ça. Les ministres, c'est vrai, ils se sont succédés, mais chacun coupait court avec la politique précédente de son prédécesseur. Donc ce qu'on a gardé au Maroc, c'est une médecine curative. Curative, c'est-à-dire quand il y a des problèmes de santé, on pense à les résoudre de façon temporaire, transitoire, et on s'arrête là. Donc, et puis après, il y a le problème de le réajustement structurel qui a été dicté par le FMI. Donc, qui a induit une baisse de budget de la santé qui est descendue à 5% au lieu de 10%, qui est recommandé par l'OMS. On a les départs volontaires qui sont, il y a pratiquement 60 000 fonctionnaires qui sont partis, donc qui a creusé encore plus l'écart dans la santé. Donc, et on a devant nous un constat qui est fait par des experts. En 2013, le rapport numéro 4 du Conseil économique et social, il est fait par des experts et le rapport il fait plus de 300 pages. Donc ils ont bien étudié la question de l'état de santé, de la santé au Maroc. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme thermomètre là, et ils ont essayé de parler gentiment en disant qu'il y a une inéquité, une inégalité et un accès aux soins et quelquefois il est insuffisant et même inaccessible. Donc on ne va pas mettre en cause ces gens-là qui ont travaillé pendant des années, c'est des experts. Donc moi je ne suis pas analyste dans la santé.
Donc quand vous me dites un état des lieux, je ne vais pas imaginer des chiffres. Je pars chez ce rapport et je pioche. Non mais au-delà des chiffres, vous êtes tous là, vous êtes des praticiens, vous êtes dans le domaine de la santé, vous êtes à proximité des patients, vous avez été dans le public, vous êtes passé dans le privé. Ça serait intéressant de savoir pourquoi vous êtes passé dans le privé, parce que là aussi c'est une question qui est centrale. Est-ce que vous pouvez, à vous quatre, me dire quels sont les principaux mots de la santé au Maroc? Si on devait synthétiser, quels sont les principaux mots de la santé au Maroc? Je commence par le ministère et puis on fera le tour. S'il y a une priorité à faire, c'est bien sûr, il faut que la ressource humaine soit disponible. On n'a pas assez de médecins? Il n'y a pas assez de médecins, vous l'avez dit. Vous avez parlé de répartition. Pas assez de médecins et mal répartis. Il y a un besoin en 7000 médecins. Donc, et quand le ministère dit qu'il y a un besoin, c'est que lui-même a fait son diagnostic. Il sait la réalité. Donc, pour que le patient ait droit à une santé en bonne uniforme, c'est-à-dire qui répond aux critères de l'OMS, et il y a effectivement des indicateurs qui doivent montrer la capacité d'un pays à répondre à des besoins. La formation n'est pas importante, la formation en médecin, mais aussi, comme il a été dit, la répartition géographique de ces médecins. Il y a un désintéressement, pour ne pas dire qu'il y a des gens qui ne voudraient pas aller dans les zones enclavées. De ce fait, la population médicale, comme il a été dit par mon ami Chokri, est dans un axe précis. Kenitra, Kaza, Rabat, etc. Peut-être je reprends les choses. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que le ministère ne compte plus sur la population du public, il compte sur le privé également. C'est-à-dire toutes les compétences vont être mises on va y arriver pour voir, on finit le diagnostic, justement les principaux mots, pour voir après le partenariat public-privé, de quelle manière il peut... La deuxième chose, c'est la disponibilité, comme vous l'avez dit, des moyens de diagnostic. Et ces moyens de diagnostic, quand ils n'existent pas dans le public, pourquoi ne pas en profiter quand ils existent chez le privé? L'objectif, c'est une prise en charge correcte de cette population. Docteur. Vous savez, je voudrais donner quelques chiffres. C'est important qu'on sache qu'au Maroc, il n'y a que 21 649 médecins, tous secteurs confondus. Privé, public, militaire, CHU, etc. 21 000, c'est très très peu. Par rapport aux recommandations de l'OMS, on est en dessous. On est loin de l'Algérie, loin de la Tunisie. Contrairement aux pharmaciens qui sont au-dessus des recommandations de l'OMS. Ah bon. Alors, si on prend le secteur privé, nous avons à peu près 10 000 médecins dans le secteur privé. Mais là, il y a un déséquilibre flagrant en faveur des spécialistes. Il y a 6 000 spécialistes pour 3 800 généralistes. C'est l'inverse qui devrait exister. Dans le public... 6 000 spécialistes 6 000 pour 3 800. Donc plus de spécialistes, que généralistes. Ouais. Dans les grandes villes, par exemple Casablanca, nous avons 2209 médecins spécialistes pour 990 médecins généralistes. Rabat, nous avons, Rabat Salez Mourzaïr, nous avons 1182 spécialistes pour 532 généralistes. C'est-à-dire le front, le premier médecin qu'on va voir, c'est le généraliste. C'est-à-dire qu'il y a plus de gradés que de deuxième classe, si je peux m'exprimer ainsi. Les généralistes vont être contents. Voilà. Donc c'est anormal. Moi, je dirais qu'il y a moins de il faudrait revoir. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous vivons ce qu'ont vécu les Canadiens, les Américains dans les années 40, les Canadiens dans les années 60, en Europe dans les années 80. Après la guerre, il y a une floraison des spécialités suite aux technologies héritées de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout le monde s'est rué vers ces spécialités. Et il y a eu un désintérêt flagrant pour la médecine générale. Alors, dans ces pays, ce qui compte, c'est l'argent. Aux États-Unis, on a réalisé que la dépense était énorme et on a repositionné la médecine générale. Au Canada, c'est la même chose. Plus personne ne voulait faire médecine générale au Québec dans les années 60. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une spécialité en médecine générale, médecine famille, pour donner plus de valeur à cette spécialité, et les gens sont partis. En France, en Europe, ce sont des directives de l'Union européenne qui ont fait qu'il fallait à tout prix faire une mise à niveau. Donc la médecine générale dans les différents États européens n'était pas la même. Il y a 20 ans... Qu'est-ce que ça implique, ce déséquilibre entre les médecins généralistes et spécialistes? Les dépenses. Les dépenses, c'est clair, je vais vous dire. Le résultat est clair. En 2014, l'ANAM a remboursé des prescriptions remboursées par l'ANAM en 2014. En médecine générale, 20% des prescriptions remboursées relevaient de la médecine générale, 80% de la médecine spécialisée.
Donc ça a un coût. Hein. Si on prend la CNOPS, en 2012, 32% des prescriptions remboursées venaient de la médecine générale, 68% de la médecine spécialisée. Si on prend 2009, les chiffres de la CNSS, 26% contre 74%, et dont 20% de prescriptions pour les cardiologues. Donc il y a quelque chose qui cloche, tout simplement parce qu'il n'y a pas de passage obligé par le médecin généraliste, il n'y a pas de circuit coordonné des soins. Et le malade marocain est un malade erratique. Alors, on est en train de faire le diagnostic. Donc, manque de médecins, déséquilibre généraliste spécialiste, mauvaise répartition. Professeur. Mais je pense pour juger et évaluer la médecine marocaine, ça dépend de quel angle on la voit. Maintenant, on donne des chiffres. Mais en fait, la médecine se juge par ses résultats. Et moi, je pense lorsqu'on trouve un chiffre, je m'excuse de le dire, un chiffre de mortalité très élevé, aussi bien maternelle qu'à la naissance, ça c'est un indice qui nous montre la qualité de la médecine. Quand on trouve des cas de tuberculose, malheureusement, encore, même au niveau cérébral, au niveau de la colonne vertébrale, ça veut tout dire. C'est cet indice qui nous permettra de voir clair quel est le résultat de cette médecine. Mais je pose une question. Est-ce que c'est pas aussi l'impact du fait qu'il n'y ait pas assez de généralistes? Je pose la question vraiment. C'est lié. C'est-à-dire que c'est manque de diagnostic, de pathologie de base, qui fait qu'il y a encore... Mais de l'autre côté, je m'excuse, je termine, mais de l'autre côté aussi, on trouve un contraste flagrant aussi. On trouve aussi une médecine de pointe dans des centres universitaires et aussi au privé. Et je peux dire qu'il y a une médecine qui a deux speeds. Donc, tout existe au Maroc, mais je pense qu'il faut chercher une médecine pour tous les citoyens marocains, et surtout le monde rural. Alors là, si on parle du niveau de la médecine rurale, ça c'est... Docteur Dassouli. Donc, comme l'a dit notre ami Dr Azzouzi, il y a des indicateurs, la mortalité maternelle et infantile. Et ces taux-là, pour les faire baisser, c'est grâce au secteur public. Ça n'a jamais, dans n'importe quel autre pays, même les pays qui ont de l'investissement dans la santé, n'a jamais été le cas. Donc il faut parler de ce qui est public. C'est-à-dire que on parle de 70% de patients qui ne sont pas couverts par les assurances maladie. On parle des 30%. On parle des 70% qui sont couverts, qui ne sont pas couverts. Où est-ce qu'ils partent? Ils partent dans les hôpitaux publics. Il faut qu'ils trouvent des structures adéquates aux normes et qui soient dignes de notre pays, le Maroc. Et que le patient, quand il tombe malade, il ne doit pas se dire, avoir uniquement le choix de partir au privé pour se faire soigner. Il doit avoir le choix de partir au privé ou au public. C'est-à-dire qu'il doit bénéficier des mêmes prestations, que ce soit public ou privé, et à lui de choisir la prestation hôtelière et non pas être obligé d'être directement dirigé vers le privé parce qu'il y a un manque effroyable et un déséquilibre anormal entre secteur privé et secteur public. En termes d'infrastructure, revenons sur les... On a parlé des... On a bien compris, on ne juge pas sur le nombre de lits d'hôpitaux et on a bien compris. Bon, il y a quelques diagnostics qui sont faits. En termes d'infrastructure, les hôpitaux, les CHU, est-ce qu'on en a assez? Je donne un chiffre, nombre d'hôpitaux, 142, ça c'est les chiffres de 2011, 40 hôpitaux spécialisés, 102 généralistes et 5 CHU. Est-ce que ça suffit d'un point de vue, si on prend, encore une fois j'imagine qu'il y a des référentiels par rapport à l'OMS, par rapport à la population, est-ce que c'est assez en nombre et après en termes d'infrastructure, de qualité et de prestations qui sont proposées, est-ce que c'est suffisant? En fait, l'offre de soins est très importante si on la compare, disons, à la population à laquelle, c'est-à-dire le bassin de desserte. Si on prend Rabat par exemple, on peut dire que la capacité laitière peut et doit répondre si on met ensemble le privé et le public. Et puis il y a aussi les CHU. Si je prends, mon ami Chokri parlait tout à l'heure des spécialistes, si on met les médecins privés, les médecins de la santé publique et des CHU, on se trouve au Maroc avec 12 607 spécialistes. On a quelque chose comme 2 689 établissements de soins de santé primaires. On a également un nombre d'hôpitaux incluant les CHU de 150, comme vous l'avez dit. Quand vous dites soins de santé primaire, arrêtons-nous sur les termes parce que c'est important qu'on comprenne. Centre de soins de santé primaire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme prestation dans un soin de santé primaire? Les soins de santé primaire, c'est la porte d'entrée dans l'offre de soins. Et la loi 3409, qui est une loi dont on va parler tout à l'heure, offre actuellement aux Marocains la capacité d'aller chez le médecin généraliste, qu'il soit privé
ou relevant du public et suivre un réseau, c'est-à-dire un réseau de soins auquel sont invités les médecins privés par la force de cette loi à participer et à bénéficier même d'encouragement. Et ceci aussi va renforcer la prise en charge des ramédistes et des gens qui n'ont jusqu'à maintenant n'ont jamais été bénéficiaires de Donc ça, c'est les soins de santé primaires. Donc les soins de santé primaires, ce sont des établissements qui ont un certain nombre de fonctions, beaucoup plus de prévention, mais actuellement, et ces dernières années, on essaye d'y intégrer même quelques soins, c'est-à-dire par exemple les urgences de proximité, pour que la population ait, disons, les soins nécessaires, vu l'éloignement, vu la difficulté de l'accès des populations vers les... Alors, vous êtes d'accord avec ça? L'offre, d'un point de vue géographique, si on reprend rapportée à une population d'Abassin d'une zone donnée, elle est suffisante. Rentrons dans l'hôpital, rentrons dans ces CHU. Vous qui êtes des praticiens, je veux juste savoir comment ça fonctionne, comment ça se passe, qu'est-ce que vous trouvez comme difficulté? Je voudrais d'abord dire une chose. La médecine, en principe, l'offre de soins doit être hiérarchisée. On commence par les soins de santé de base, donc le dispensaire ou le médecin généraliste dans un cabinet privé. Puis, j'ai dit que l'OMS dit que 85% de toutes les pathologies peuvent et doivent être prises en charge par la médecine première ligne, soins de santé de base. Donc il reste 15%. Ces 4% doivent être référés à la médecine spécialisée. Et le CHU, normalement, ne doit faire que de la médecine de pointe. Or, pendant longtemps au Maroc, ça a été une pyramide à l'envers. Les gens allaient se faire opérer dans les CHU pour des appendicites qu'on peut faire dans des petits hôpitaux. Vous comprenez? Et les urgences regorgent de fausses urgences. Vous voyez, ce sont des choses qui peuvent être prises en charge en ambulatoire, comme m'a dit mon confrère. Vous voyez, donc pour moi, le principal, la chose la plus importante à mettre en place, c'est ce circuit coordonné des soins, balisé pour que le citoyen puisse évoluer à l'aise et aller à la quête de soins. Je suis tout à fait d'accord parce que mon ami Choukri l'a touché pratiquement le point névralgique. Il faut une hiérarchie de la médecine. Alors c'est ça le problème, sincèrement, de notre médecine, parce que j'étais au CHU et on recevait des urgences vraiment, comme il vient d'être dit, qui peuvent être traitées pratiquement dans leur ville, loin de Rabat et de CHU de Rabat. Donc il faut qu'on soit bien spécialisé. Qu'est-ce qu'on veut offrir et dans quelle structure? Pour les CHU, il faut qu'ils restent de médecine de pointe, mais ces CHU aussi, ils doivent répondre aux critères d'un CHU, c'est-à-dire un équipement adéquat, de pointe, avec également des enseignants qui font un petit peu, je ne dis pas la recherche, parce qu'une médecine qui va être valorisée ne peut être valorisée que par une unité de recherche derrière. On était aux États-Unis, on trouve par exemple un service, mais à côté de ce service, il y a un centre de recherche de cette pathologie. Par exemple, je prends un exemple de cardiovasculaire, il y a un service de recherche, parce que c'est comme ça qu'on doit toujours poser les questions difficiles, mais pas au service. Il faut les transférer du service à un centre de recherche. Malheureusement, ça n'existe pas. Et également, je soulève un point très, très, très important à mon avis, c'est lui de créer des ponts. Ça, c'est un autre sujet. Entre les centres de CHU et les facultés des sciences. On forme des ingénieurs. Sincèrement, moi j'ai vécu une expérience très simple. Je me permets de vous la raconter. Je suis rentré des États-Unis en 1990. Nous avons un problème crucial d'hydrocéphale pour une valve. Alors à cette époque, une valve de dérivation... Pourquoi on n'est pas médecin? Dites-nous, expliquez-nous ce que c'est, très rapidement. Oui, alors très rapidement... Sans aller dans un cours de médecine. Oui, mais c'est un exemple concret. Oui. Alors, hydrocéphalie, ça veut dire qu'il y a une stagnation d'un liquide dans le cerveau, pour simplifier un petit peu les choses, et on la voit chez les enfants, et également chez l'adulte. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour sauver ces enfants? Il faut leur placer une valve de dérivation. C'est comme un bypass du cerveau à l'abdomen. Bien. Cet appareil coûte à cette époque à peu près 12 000 dirhams. Alors, qui peut payer 12 000 dirhams pour le citoyen commun? C'est difficile. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? C'était par chance. J'ai rencontré un ingénieur marocain qui s'appelle M. Gregui. Il travaillait à l'ONEP. Et donc, j'étais recruté pour faire 2 après-midi ou une après-midi à l'ONEP en tant que médecin pour cette boîte. Et puis, on a commencé à discuter avec lui. Écoute, vous êtes
un ingénieur, est-ce qu'on peut Donc je vois venir la fin de l'histoire, vous avez créé une valve exactement qui répond aux critères. Oui. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des ingénieurs valables dans ce pays. Et aujourd'hui, ces synergies ne sont pas utilisées pour... Voilà. Donc et ça, finalement, ça aussi, on est arrivé jusqu'à la valve, mais malheureusement, lorsqu'on est arrivé à la phase de commercialisation, c'est là le problème. Docteur Dassouli. Moi, je vais exprimer tout simplement votre question. Votre question, c'était que subit le patient quand il va avoir accès. Avant de rentrer dans l'émission, avant d'arriver sur le plateau, on a discuté, vous nous avez... Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'entendre, parce que pour qu'on sache exactement ce que vous vivez d'un point de vue médecin au niveau donc le patient, des hôpitaux et des CHU. Doit en premier passer par un centre de santé. Donc il passe par un centre de santé, il a sa lettre de transmission vers un centre spécialisé, quand ça nécessite. Après, quand il voit le médecin spécialiste, il doit absolument demander des bilans. Quand il demande des bilans, il doit partir prendre les rendez-vous pour les bilans, pour l'écho, pour l'examen labo. Il faut d'abord, il y a un engorgement, donc il y a toute une lenteur dans tout le circuit. Quand il a tout le bilan, il le ramène vers le spécialiste. Le spécialiste, il fait son diagnostic. Par exemple, il faut une intervention. Il doit l'envoyer chez le médecin anesthésiste. Le médecin lui-même, il fait tout, son bilan, son échocardio, c'est chez le cardio et tout, pour s'assurer que tout va bien. Puis le malade, il retourne chez son médecin traitant pour qu'il parte après prendre un rendez-vous pour se faire opérer. Et croyez-moi, j'ai fait plus de 10 ans de santé publique, ça prend plus d'un mois et demi. Donc le patient marocain, il subit le parcours du combattant pour avoir l'accès aux soins. Et c'est ça, l'accès aux soins, faciliter l'accès aux soins aux patients. C'est-à-dire, moi j'ai fait beaucoup de santé publique. Au début, on opérait, il y avait 10 médecins spécialistes. Donc il y avait les médecins sur Ouarzazate, il y avait des médecins. Il y avait plus de 10 médecins, plus de chirurgiens. Donc on se relayait sur le bloc parce qu'il y avait un seul bloc. Et c'est normal qu'il y ait cet engouement, c'est normal qu'il y ait ce retard. Et il suffisait que l'agent de service ne soit pas là pour qu'on n'arrive pas à opérer. Donc là, on a travaillé dans une zone lointaine. Il y a plein de médecins de bonne volonté qui ont accepté de travailler dans ces zones-là. Mais malheureusement, les moyens ne suivent pas. Alors, en fin de compte, on arrive en avoir et on quitte. Alors, au-delà des médecins, on a parlé des médecins, etc., mais j'ai des réactions aussi sur tous les métiers annexes. Parce qu'il n'y a pas que des médecins dans les hôpitaux. Il y a des infirmiers, les aides-soignants. Il y a aussi tous les agents de maintenance, de nettoyage, etc. Est-ce que le bas blesse à ce niveau-là aussi? Je pense que le facteur humain est très important. Vous avez totalement d'accord que la prise en charge d'un patient, c'est une équipe qui le prend en charge. Mais moi, je reviens sur le médecin. Je pense ce qu'il y a à revoir, c'est le cursus de ce médecin généraliste. D'abord, ce médecin auquel on demande d'aller dans les contrées lointaines, il faut qu'on revoie sa formation. Nous, en notre temps, on était des médecins généralistes et on a pu travailler dans des conditions, disons, où il n'y a ni scanner, ni rien du tout. On était des purs cliniciens. Et on faisait des choses importantes parce qu'on a été formé à la faculté pour la prise en charge correcte clinique du patient. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on ne forme plus les médecins. Je vais utiliser un mot à la dure, qu'ils soient capables de travailler dans un mode dégradé. Non, ce n'est pas un mode dégradé. Le médecin, c'est un hakim. C'est quelqu'un que Dieu a doté d'un savoir et de compétences pour sauver la vie. Ces flair, ces réflexes que les médecins maintenant ont perdus, pourquoi? Parce qu'on se spécialise. Et puis les gens sont limités à faire certains gestes et ne pas faire d'autres. Nous, en notre temps, on faisait tout. Un médecin généraliste affecté à Arfoud peut faire un accouchement, peut faire un curetage hémostatique, peut prendre en charge une tuberculose, peut faire des ponctions d'acide, peut prendre en charge des épidémies de choléra et faire la prévention sur un périmètre de 60 à 70 km. Les médecins généralistes ne sont plus polyvalents comme avant. Je vous ferai réagir à ça parce que je voyais acquiescer, etc. Parce que je pense que vous avez à répondre à ça. On fait une petite pause et on revient juste après.
Bien, si vous venez de nous rejoindre dans 60 minutes pour comprendre, nous sommes toujours en direct et sachez que nous sommes en train d'essayer de faire, dans le temps qui nous est imparti, le diagnostic de la santé au Maroc. En tout cas, on a déjà mis le focus sur plusieurs points qui nous permettent de mieux comprendre les choses. Je voulais quand même vous faire réagir. On parlera du partenariat public-privé parce qu'on va parler des solutions quand même, de ce qu'a fait le ministère aussi. Hein, c'est Dr El Hani. Le côté... Je vais essayer de reformuler ça de manière un peu diplomate, mais en gros, d'après ce que j'ai compris, vous nous dites nos médecins sont plus formés qu'avant, nous on était capable de faire des choses, je vous ai dit travailler en mode dégradé, mais non, c'est peut-être plus polyvalent. Vous êtes d'accord avec ça aujourd'hui? La formation joue beaucoup. Je peux intervenir. Docteur Dassoli. C'est vrai, il a raison. Il a raison c'est un bon sujet. Là, il faut revoir la formation des médecins parce qu'il n'y a plus personne qui les forme. Ils sont livrés eux-mêmes dans nos hôpitaux. Et moi-même... Et vous croyez qu'ils vont être contents, là, tous les docteurs là, qui sortent là? Là, je suis là pour dire la réalité des choses. Je suis pas là pour passer la pommade à quiconque. On aimerait bien avoir dans nos hôpitaux des icônes comme Zouzi, comme les anciens. Et puis, il a parlé de formation. Moi, je dirais il faut une formation encore plus poussée que ce qu'il y avait à l'avant. Parce que maintenant, il y a des référentiels qu'on est obligé de suivre, des référentiels internationaux. Et si on ne les suit pas, on risque d'être poursuivi par la justice. Par exemple, si vous venez me voir, vous me dites vous avez mal, je vous dis vous avez rien du tout, allez-vous-en. Et puis dans un mois, on découvre que vous avez un cancer du foie. Vous avez le droit de me poursuivre en justice parce que la conduite devant une douleur abdominale, il faut passer par une écho, il faut passer si on n'arrive pas à un scan. Donc il y a des protocoles, comme dire des certifications à faire. Donc on est obligé de suivre. Sinon, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que ça, on ne les suit pas? Maintenant, on ne suit pas. Maintenant, on suit pas. Dans les hôpitaux, il y a passé le scanner souvent panne, l'échographe souvent panne, et il faut que quelquefois le médecin, le patient, il est suivi en public, il part faire son bilan à titre privé, puis il revient en public pour une intervention parce qu'elle coûte plus cher. Donc c'est ça. Donc l'accès aux soins, c'est toute une chaîne. Alors on était sur la formation, là. Vous êtes reparti sur l'environnement, j'aimerais revenir sur la formation. À ce qu'aucun maillon de la chaîne ne fasse défaut. Oui, professeur. Je vais commencer à dire par un proverbe américain. You have to work toward objectives. Il faut travailler selon des objectifs. Moi, mais ça, c'est une méthode de management, ça oui. C'est toute même toute en une médecine, culture. Ça s'applique aussi en médecine. Oui. Moi, je suis d'accord avec mon ami Dr Hani, pour que le médecin soit bien formé, qu'il soit polyvalent, il peut faire plusieurs gestes, mais ça, c'est le médecin qu'on doit former pour aller dans des coins qui sont lointains des CHU. Là, je suis d'accord avec vous. Mais il faut qu'il soit bien équipé aussi, par le minimum d'équipement, un échographe. Il faut qu'il apprenne à faire lui-même son examen échographique. Actuellement, on a des diplômes, même pour les médecins généralistes. C'est une très bonne chose. Mais je pense aussi que la médecine, il ne faut pas oublier qu'elle se développe chaque jour. Il y a des appareils, il y a par exemple, on parle d'IRM maintenant fonctionnel en matière d'imagerie. Donc il faut aussi que le médecin marocain suive ce développement technologique. Donc on ne peut pas former, c'est vrai, donc ça dépend des objectifs, ce qu'on veut. Pour le généraliste, il faut qu'il soit polyvalent, surtout pour notre situation au Maroc. Surtout lorsqu'il travaille dans des loin des CHU. Des loin reculés. Docteur Lani a parlé de la formation. Vous savez, si on prend l'histoire de la faculté de médecine de Rabat, initialement, la faculté ne formait que des médecins généralistes. Pour faire une spécialité, il fallait aller en France ou ailleurs. Donc 90% des étudiants à l'époque savaient qu'ils allaient être de futurs généralistes. Donc ils se formaient dans l'optique d'une installation en solitaire. Il fallait qu'ils sachent à peu près tout faire. Donc on voyait le soir des groupes aller aux urgences, d'autres aller en maternité pour faire des accouchements. Et quand les gens sortaient à l'époque, ils avaient un savoir-faire. Parce que la médecine est une des rares spécialités, des rares formations, où c'est un métier, on apprend un métier, l'immersion est immédiate. À partir de la première année, on commence à piquer. Vous savez, alors que dans une école d'ingénieur, on fait des stages, mais on reste théorique. Quand on fait HEC, on fait des stages, on reste théorique. Dans la majorité des formations qu'il y a, on est très théorique. La médecine est la seule formation où on est très pratique, tout de suite, très pratique. Donc,
Alors, par la suite, on a créé des spécialités, les gens se sont dirigés vers les spécialités. Et puis, nous avons, comme dans tous les pays, nous avons connu cette vague de mode qui va vers la spécialité, vers l'utilisation souvent à tort et souvent abusive de technologies modernes et de techniques souvent onéreuses, partant onéreuses. Mais je pense que le médecin doit avant tout rester clinicien. D'abord clinicien, parce que nous avons besoin de cliniciens dans les campagnes. Nous n'avons pas de... C'est très simple, si vous prenez un compas, vous le pointez à la faculté de médecine, vous tracez un arc de cercle, un rayon, un cercle d'un rayon d'1 kilomètre. Vous avez 8 unités d'IRM, 8 unités, c'est une aberration. Et il y a des... Concentrés, il y en a 8, je ne veux pas le nommer, il y en a 8, privé, public. Vous allez dans des provinces qui font 350 000, 500 000 habitants. Il n'y a pas de radiologue. Tout à fait. Vous allez dans des petits patelins. Vous allez à Bnimlal. Je pense qu'il y a 9 traumatologues. Il n'y en a pas à Sfro, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. Vous allez avoir... Il y a une mauvaise répartition, il y a une mauvaise gouvernance. Les hôpitaux, c'est un ensemble. Il faut faire une mise à niveau des hôpitaux, il faut les équiper. Parallèlement, il faut faire une mise à niveau de l'enseignement et voir qu'est-ce qu'on veut former. Est-ce qu'on veut donner la priorité à la médecine de première ligne, à la médecine spécialisée, à la médecine de pointe. La médecine de pointe, à mon sens, il faut temporiser parce que ça nécessite... Donc on a compris bien repartir sur la base. Avant qu'on parle des solutions et de partenariat public-privé, de l'implication du privé, c'était le titre de l'émission, enfin dans mon préambule, est-ce que le salut viendra du privé? Hier, nous avons fait sur ce même plateau, nous avons parlé des accidents de la circulation et c'est important de parler de la médecine ambulatoire, de la médecine d'urgence. Là, est-ce que vous pouvez nous dire, on l'a évoqué hier avec des experts en assurance et qui nous disaient, mais finalement, les morts arrivent, on pourrait sauver énormément de vies dans les accidents de la circulation si on avait une médecine ambulatoire, une médecine d'urgence efficace. Quel est le problème aujourd'hui? On n'a pas, on ne sait pas faire, on ne met pas les moyens? Je peux vous répondre. Alors, le ministère. Alors, on va voir le choix du ministère. Je pense, par la force des choses, le ministère a la chance, avec le professeur Lourdi, qui est un urgentiste, on a bénéficié effectivement d'un grand souffle pour les urgences. Pour vous dire seulement. Là, vous parlez des urgences quand on arrive aux urgences. Non. Alors, il y a le plan national des urgences médicales. On a d'abord le numéro 141 qui est le lancement du numéro national unique pour les urgences des accidents de la voie publique. Il y a les urgences avec, des transferts avec des véhicules d'ambulance. On a acquis de 2012 à 2014 quelque chose comme 226 unités de transport médical SAMU et SMUR, c'est-à-dire où il y a des fonctions de réanimation avec des médecins. On a également la mise à disposition de 3 hélicoptères, héliportage, donc des blessés. On a également la création de 40 unités d'urgence de proximité. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ajoute maintenant au service de soins primaires des unités d'urgence de proximité qui peuvent vaquer à la prise en charge, disons, et à la mise en condition de certains blessés et de certains actes d'urgence. Quand j'entends ça, je me dis que tout va bien, mais on a vu les chiffres hier des accidents de la circulation, les morts ne baissent pas, les morts ne baissent pas. Donc il y a la question des accidents de la voie publique, le ministère de la Santé est le dernier maillon, c'est-à-dire c'est nous qui ramassons. Donc c'est un problème national. Il faut que tout le monde s'y mette. Alors justement, on va voir de quelle manière le privé peut répondre, parce qu'on a un exemple, on y reviendra, on regarde un reportage de Taufeq Nasseri, on revient juste après. L'État se situe au cœur du système de santé, cumulant les fonctions de financement, de prestation de soins et d'administration. Les experts pointent du doigt un manque de coordination entre le public et le privé. En progression constante, le secteur médical privé regroupe près de la moitié des médecins, 90% des pharmaciens et des chirurgiens dentistes et près de 10% des paramédicaux. Mais il se concentre quasi exclusivement dans les villes. Casablanca compte à elle seule 30% du nombre total de lits et de cabinets médicaux. Et 5 régions seulement en représentent 66%. Une concertation entre le public et le privé semble donc nécessaire pour l'amélioration des soins. C'est l'État qui fait tout, et à en croire les experts, ce mode de fonctionnement a atteint ses limites.
D'où l'intérêt d'ouvrir la voie aux capitaux privés. Une mesure qui vise, selon le ministère de la Santé, à diversifier l'offre de santé et pallier au déficit du public. Le capital des cliniques privées a été ouvert aux non-professionnels de la santé. Le 4 février dernier, la première chambre a adopté la loi 113/13 permettant à tout investisseur de détenir une partie ou la totalité des actions d'une clinique. Une mesure qui fait couler beaucoup d'encre. Ses détracteurs redoutent une marchandisation de la santé des Marocains. Le texte de loi ne comprenant pas assez de garanties pour le patient, que ce soit en matière de prix, de qualité des soins ou encore de confidentialité. Alors, bon, le privé, le salut viendra-t-il du privé? Je vous ai posé la question sur l'ambulatoire, c'était pas anodin, c'est parce qu'il y a eu une expérience à El Jadida où justement dans l'ambulatoire, le privé, il y a eu un partenariat public-privé. Est-ce que ça a été concluant, hein, est-ce que ça fonctionne et quelles sont pas remarques, mais vos réserves par rapport à l'implication du privé? Vous savez, l'urgence, c'est la vitrine de la médecine. En matière d'urgence, les investissements ne sont pas très importants. Pour faire de l'urgence, il suffit... Vous voulez dire que ça coûte pas cher? Ça ne coûte pas cher. Hein. Copenhague nous disait que pour faire un massage cardiaque, il fallait avoir ses deux mains. Ouais. D'accord. Les pays mais l'urgence au Maroc, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a le ministère de la Santé, il y a les urgences privées, mais il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de chef d'orchestre. En France, vous avez le SAMU, vous avez un numéro unique, vous appelez en numéro 20 unique minutes, dans tout le territoire. Tout uniquement. On va déclencher, en fonction de la gravité de l'urgence, il y a un régulateur, c'est la régulation qui est le mot-clé de l'urgence. Le régulateur va faire appel, en fonction de l'urgence, à un infirmier, un médecin généraliste de proximité, à une petite voiture, un véhicule sanitaire léger, et puis à l'escalade. Bon, l'urgence, ce n'est pas spécialement les hélicoptères ni les grands moyens. C'est d'abord la formation des ressources humaines, et puis surtout, c'est l'organisation de tous ces acteurs. Et le meilleur urgentiste, en fait, c'est le citoyen formé au geste qui sauve. Bon. Par rapport aux urgences, je veux parler de l'expérience dont vous avez parlé concernant Jadida. Moi, je n'ai jamais compris l'objectif de cette expérience pilote. C'est une société d'assurance privée qui a sa société d'ambulance, qui a un trust et qui vient faire du transport médicalisé ou non médicalisé ambulancier à titre gracieux pour la population et on ne sait jamais où est-ce qu'elle emmène les patients. Donc moi, je n'ai jamais compris ça. Je pose la question. Eh ben, je pose la question, j'ai jamais compris ça. Je peux répondre. Oui, jamais Parce que c'est un compris. exemple, vraiment. Jamais Pour compris. des urgences, on verra, il n'y a pas que les urgences, mais c'est un cas concret. C'est-à-dire Et l'expérience. pourquoi exactement cette société-là qui va investir dans la santé? L'expérience de Jadida, c'est une expérience à laquelle personnellement j'ai contribué dans la confection de la convention qui devrait lier pas seulement le ministère de la Santé, mais les collectivités locales, c'est-à-dire le conseil provincial de Jadida, certaines communes, Jadida, Moulay Abdullah, Azmour, etc. Et puis, il y a aussi l'OCP, il y a beaucoup de partenaires qui ont contribué au financement de cette activité. Cette activité, il vient pour répondre à un besoin. La région, et c'est un exemple aussi, donc c'est une expérience. Ça a fonctionné? Ça fonctionne. Ça a été lancé en novembre 2013, oui, c'est bien ça. c'est une prise en charge des cas urgents sur le territoire de la province de Jadida, y compris les accouchements. Et c'est une structuration qui a mis en place un dispositif dispatché au niveau d'Azmour, au niveau de Sidi Ismaïl, au niveau de Birjdid. Il y a des postes de prise en charge. Et ce sont des médecins qui formés, des urgentistes, qui prennent en charge ces cas. Et la première destination, c'est l'hôpital provincial. Et de là, si le médecin décide ou bien fait le diagnostic que ce patient peut aller vers Casa ou bien une autre référence, c'est le médecin qui le décide. Et c'est une collaboration qui a, à mon sens, c'est un partenariat effectivement, à laquelle on doit donner le temps pour évaluer l'impact. Toujours est-il que Jadida, ils sont contents. Je vais juste continuer mon idée. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est une société qui a une assurance, comme j'ai dit, qui a un trust, qui est à but lucratif à 100%, qui a acheté des cliniques à Casablanca, qui a acheté des cabinets de radiologie, de laboratoire à Casablanca. Ça, c'est pas pour les beaux yeux de la population. Et elle fait un acte
gracieux, gratuit dans une zone. Je n'arrive pas à comprendre ça. Il est payé par le conseil provincial, par les collectivités et locales. Elle emmène les patients, elle les emmène pas à l'hôpital provincial. On est dans un cas. Ça dépend. Je ne pensais pas que ça allait faire débat, mais je veux juste expliquer elle les emmène cette où elle veut. expérience pilote. C'est du dirigisme de patients. S'il vous plaît, qu'on comprenne. Il y a un dérapage là. Non, mais qu'on comprenne. Voilà, on est dans le cas type d'un partenariat public-privé. C'est ce dont on voulait parler. Est-ce que ce type de partenariat public-privé, je vous demande, est-ce que c'est ce genre d'expérience qu'il faut mettre en place? C'est un pilote? Est-ce que ça peut être dupliqué ailleurs? Après, il y a un débat qu'on peut avoir, mais là, aujourd'hui, pour le bien de la population, est-ce que c'est le bien de la population qui passe avant les intérêts économiques? Moi, j'ai vécu personnellement une très très bonne expérience avec le ministère de la Santé, dont l'intérêt, c'est-à-dire d'une collaboration entre le ministère de la Santé et la société civile. Nous avons créé l'association marocaine médicale Solidarité. Et donc, nous avons commencé nos campagnes. Au départ, on prenait les moyens du ministère de la Santé. Et après, on a développé une médecine ambulatoire par la création des unités mobiles. Et ça a été fabriqué au Maroc, à Casablanca, par nos ingénieurs marocains. Et il faut les voir, je vous ai envoyé le fichier. C'est-à-dire, vous avez vu, c'est Dr Hani, des unités mobiles d'ophtalmologie. On a démarré avec l'ophtalmologie parce que c'est un grand problème de la santé publique dans notre pays. Il faut savoir qu'il y a plus de 600 000 cataractes qui attendent la chirurgie. Et vous savez, c'est une maladie cécitante, donc et handicapante et qui engendre pas mal d'autres complications sociales. Donc, on s'est penché sur la cataracte. Croyez-moi, on était très efficace parce qu'on déplace la technologie et le savoir-faire du médecin vers le milieu rural, dans sa campagne. Il suffit d'avoir un courant électrique, un branchement électrique et on travaille. Ça, c'est parmi les efforts à applaudir. Le résultat, je vous le dis avec toute modestie, mais c'est grâce au ministère de la Santé, à nos médecins volontaires, sincèrement, et également aux collaborateurs qui nous ont aidés à faire ces unités mobiles, parce que ça coûte quand même 6 millions de dirhams. Alors, on est arrivé, je m'excuse, monsieur Tellery, juste pour vous dire qu'on est arrivé à 14 000 interventions de cataracte. Aucun sou n'a été payé par le ministère de la Santé, sincèrement. On se débrouille du matériel, bien sûr, il nous aide par les hôpitaux, parfois également par des fongibles, ça c'est sûr, mais c'est une vraie collaboration, partenariat entre ministère de la Santé et société civile. J'ai une question qui rebondit un peu dans votre sens, parce que le partenariat public-privé dans la santé transformerait ce secteur en business, ce qui est contre l'éthique. Un pays doit, et c'est marqué en gros, pouvoir soigner ses citoyens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'on a beaucoup de gens qui posent cette question-là. C'était un peu votre en filigrane ce que vous étiez en train de dire. Dans les pays de la zone émeraude, l'Algérie exclue, tout le monde est d'accord pour dire que le secteur public a périclité. L'hôpital agonise partout. Partout. Ce n'est pas spécifique au Maroc. Bon, donc, au Maroc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un hôpital public, un secteur public qui est ce qu'il est. Nous avons à côté un secteur privé qui est en pleine expansion depuis les années 80, mais qui se développe, mais de façon un petit peu anarchique, qui évolue en roue libre. Nous avons un troisième secteur, c'est le secteur informel, qui est fait de guérisseurs, qui est fait de shawada, qui est fait d'arracheurs de dents, qui peuvent transmettre de coiffeurs, de scarificateurs, qui peuvent transmettre toutes les maladies, sida, hépatite, etc. Et dans lequel les autorités ne peuvent pas faire grand-chose jusqu'à présent. Le constat est fait, mais rien n'est fait. Bien, nous avons ces trois secteurs. Le partenariat suppose, d'abord, dans un premier temps, qu'on puisse faire une mise à niveau du secteur public. Il faut que l'hôpital soit compétitif avec le privé. Il ne s'agit pas d'avoir une médecine à deux vitesses. Oui. Okay. Il faut, d'un autre côté... Est-ce qu'on est dans cette démarche-là? Ça, c'est le travail du ministère de la Santé. Quand vous dites le secteur de la santé publique, il est ce qu'il est. Est-ce que on va rester avec ce qu'il est ou il faut qu'il se mette à niveau? On est en train de faire une mise à niveau de pas mal d'hôpitaux. Il y a un travail qui est fait au niveau du ministère de la Santé. Il faut donc mettre à niveau le secteur public. Il faut, d'un autre côté, réorganiser le secteur privé. Il faut le réguler. Parce que chacun fait ce qu'il peut, quand il peut, où il peut, comme il peut. Okay, il n'est pas régulé. Et il faudrait, dans notre syndicat, nous appelons à la création d'une agence, d'une direction au sein du ministère de la Santé, qui se pencherait sur le problème du secteur privé. Parce qu'il faut rappeler une chose, depuis quelques décennies, le ministère n'est plus ministère de la Santé publique, mais ministère de la Santé. Or, souvent, il y a ce réflexe santé publique chez des décideurs, on ne se préoccupe que de la santé publique. Et puis, il y a une autre composante, c'est le patient. C'est le Marocain vers lequel il faut communiquer. Il faut un grand effort de communication pour lui expliquer. Je m'explique.
Nous avons signé une convention au niveau de notre syndicat de partenariat avec le ministère de la Santé pour la prise en charge des malades tuberculeux dans certains cabinets, dans des zones d'endémie. Nous avons démarré, nous avons fait l'évaluation, c'en est encore assez balbutiement. Mais les citoyens ne sont pas encore qu'ils peuvent éventuellement, quand ils ont un médecin de famille, un médecin dans leur secteur privé qu'ils voient, s'ils ont une tuberculose, il peut les prendre en charge, il peut avoir les antibacillaires, avoir un meilleur suivi. C'est une forme de partenariat. Docteur Lehani, par rapport à cette question-là, la crainte des gens et on va dire la perception, et qui est légitime, de se dire que, vous savez, on a des grands secteurs dans notre pays qui ont besoin de réformes et de mise à niveau. On a l'éducation et la santé, la justice. Et là, la santé, on est en droit de se dire, moi, citoyen marocain, est-ce qu'on va me jeter en pâture au privé? Et c'est là d'ailleurs la réaction. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Disons, le partenariat sur lequel compte le ministère de la Santé n'est jamais un partenariat où le département va, disons, démissionner de sa responsabilité. Le ministère de la Santé va mener un partenariat qu'il va maîtriser, qu'il va réguler. Et d'ailleurs, il y a un arsenal réglementaire et juridique qui doit être mis en œuvre par des décrets. La loi 3409 prévoit l'accès aux soins équitable par rapport à l'offre, qu'il soit au niveau du public ou du privé. Un seul exemple que je peux vous dire. Au niveau du ministère de la Santé, le ministère de la Santé achète des prestations d'hémodialyse. L'hémodialyse est un problème d'insuffisance rénale très important. Il coûte énormément et de par, disons, l'indisponibilité dans certaines contrées, dans certaines provinces, soit de moyens humains, soit d'indisponibilité de centres d'hémodialyse, le ministère achète des prestations. Et, disons, la prise en charge par le ministère par rapport au crédit alloué est de 145 millions. Donc, concernant le financement seulement de cette prise en charge. C'est-à-dire, nous, on ne lâche pas le patient dans les bras de gens qui vont les malmener. Ce que je veux dire, c'est que le partenariat compte sur la mise en commun de moyens pour une prise en charge. Notre objectif, c'est que ce malade soit pris en charge correctement. J'ai une question qui est intéressante, je vais vous la poser parce qu'on parle de moyens. Il y a plusieurs tweets dans ce sens-là. Le paiement dans les hôpitaux publics pourrait-il contribuer à la qualité du service moyennant une rémunération du personnel? Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de solution pragmatique? Vous savez, pendant longtemps, on a cru que la santé et l'enseignement étaient des choses gratuites. Ça n'a jamais été gratuit. In fine, il y a quelqu'un qui paye, c'est le contribuable. Actuellement, c'est la même chose. Et je reviens sur le problème d'équité des soins. Il n'y a pas d'équité des soins dans la mesure où on prend les ramédistes, on dit allez hop, à l'hôpital. Qui est ce qui est? Vous voulez pas me répondre à ma question là? Vous voulez pas y répondre? C'est une solution de payer dans les hôpitaux, même Je peux répondre. Oui, allez-y. D'ailleurs, c'est déjà fait en France. C'est ce qu'on appelle le TPA intramuros. C'est comme ça qu'ils exercent le TPA, jamais en dehors de l'hôpital. C'est au sein de la structure elle-même. Temps plein aménagé. Temps plein aménagé. C'est-à-dire que le patient, s'il a envie de se faire opérer chez un tel patient, un professeur qui exerce à l'hôpital, il va se faire opérer à l'hôpital et il va payer. Et le médecin aura sa part de rémunération et ça va contribuer aussi à augmenter la rente de l'hôpital. Donc ça va obligatoirement... S'il y a une bonne gestion, bien sûr, ça va obligatoirement améliorer les services. Et ça va mettre à niveau nos hôpitaux marocains aux hôpitaux français. Pardon, j'ai pas le point. On dit que tous les hôpitaux publics dans le monde sont catastrophiques. Non, regardez en France, juste à côté. On y part chaque année, chaque 2 fois mission pour des stages, pour des formations. Et on voit très bien, ils ont des robots. Da Vinci dans l'hôpital public. C'est un robot qui coûte 1 milliard 200. Et dans l'entretien, il fait 2 millions de dirhams par an. Bon, regardez juste à des côté. bases de comparaison. Non, c'est un hôpital pour dire. Non, Oui, c'est un hôpital public. Je parle d'un hôpital public français. Regardons juste en Tunisie. Ils viennent d'avoir la révolution, ils viennent d'avoir le printemps arabe. Regardez les hôpitaux comme ils sont. Alors, docteur Lehani, le public, sur ce point-là, ce que je dois terminer mon idée, s'il te plaît. Oui. Le public, ça doit être la locomotive. C'est lui qui doit soigner les 70% de patients démunis. C'est lui qui doit les soigner. Et le secteur libéral, ça reste un choix.
C'est comme la cerise sur le gâteau. C'est un choix. Docteur Lani. Le ministère de la Santé, par la fameuse loi 3409, a créé le conventionnement. C'est-à-dire, au lieu que les gens aillent chercher les prestations chez le privé, nous, par le conventionnement, on prévoit, par ce décret, c'est-à-dire que les médecins privés viennent travailler en intramuros public pour la prise en charge des spécialités qui manquent. Je vais vous donner quelques chiffres. Alors, on prévoit, dans les plus proches délais, donc qu'il y ait un conventionnement avec 149 médecins, dont 61 généralistes, 68 spécialistes et 20 chirurgiens dentistes. Et cette population disons, de ressources humaines va travailler selon une convention qui va, bien sûr, être payée par le ministère de la Santé et assurer donc une prise en charge, soit pour la garde, soit pour les astreintes, soit pour les accouchements, soit pour la chirurgie. Il va toucher 41 provinces et préfectures et 46 hôpitaux et centres hospitaliers. On est actuellement en train de former les ressources humaines, c'est-à-dire les directions régionales et provinciales, c'est-à-dire le personnel qui va être chargé de la gestion de ce conventionnement. Cette action va coûter au ministère pas moins de 12 millions de dirhams par an. Donc ceci, c'est l'intérêt que porte le ministère à une prise en charge complémentaire. Le ministère ne démissionne pas, encore plus, il décloisonne le système, il va être un système mutualisé dans lequel l'objectif est la prise en charge correcte du patient. Docteur Chokri. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que l'hôpital doit prendre en charge 70% des populations des voies. Non, l'hôpital doit être mis à niveau de manière à ce que les Marocains puissent aller librement se faire soigner là où ils veulent. Le ramédiste a une carte, il est pris en charge. Il y a un fonds national de solidarité qui alimente le RAMED, et le RAMEDiste doit pouvoir aller chez le médecin généraliste du coin, chez les spécialistes ou à l'hôpital. Le gars qui bénéficie d'une couverture style Knops peut aller à l'hôpital. En France, on se fait soigner où on veut. Mais si on prend le cas de la France, vous savez, le budget de la sécurité sociale française, les chiffres donnent le tournis, on ne peut pas comparer la France. Oui, on peut faire des comparaisons. Il me reste 2 minutes et j'ai vraiment envie de poser ce serait dur d'y répondre en 2 minutes, mais une question très intéressante. On est au lendemain des élections régionales, on a des présidents de région, la régionalisation avancée, nouveau statut de la région. Quelles prérogatives et responsabilités des régions dans le domaine de la santé au niveau local, docteur Lani? On a un programme chargé concernant la déconcentration et la décentralisation des actes. Le ministère de la Santé va déléguer au niveau des régions ce qui n'a jamais été délégué jusqu'à maintenant. Concernant le budget, c'est-à-dire on a élevé le niveau de l'approbation, parce que dans les marchés, il y a des niveaux d'approbation qui sont selon la hiérarchie, et souvent les marchés doivent venir au central pour que monsieur le secrétaire général ou bien le ministre va les approuver. Maintenant, au niveau des régions, le niveau d'approbation est élevé. On a des actes qui, jusqu'à maintenant, ont été faits au central vont être décentralisés, notamment pour le partenariat. C'est-à-dire les personnes dont j'ai parlé et dont les 41 provinces et préfectures qui relèvent des directions régionales, il va y avoir un appel à candidature et à manifestation d'intérêt. Plus d'autonomie dans les régions. Plus de responsabilité et d'autonomie pour mettre en place et répartir l'offre de soins et l'offre de santé. Non, je ne peux plus perdre. Je suis désolé, nous sommes en direct. Je sais, 60 minutes. Vous reviendrez, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci. Vous nous avez permis de bien essayer de comprendre et de donner des clés de manière synthétique. Je vous en remercie encore une fois. Merci à vous d'avoir été avec nous comme d'habitude en direct. Merci pour vos réactions. Continuez sur Média TV. Excellente soirée sur Média TV. Si vous nous avez pris en route, ne ratez pas la rediffusion. Et moi, je vous dis à demain.